Au cours des 73 et 74e éditions, nous avons exploré comment réaliser un détecteur de niveau à partir d'un circuit de type bascule flip-flop. Ce circuit permettait, grâce à des capteurs magnétiques, de détecter le niveau d'un réservoir et d'automatiser la mise en fonction d'une pompe grâce à un relais commandé par un transistor MOSFET. Le schéma que nous allons étudier aujourd'hui est une version nettement améliorée en tout point de celle utilisée précédemment. Au cours de cette présentation, je ne me contenterai pas de présenter un schéma. Je le développerai, étape par étape, en tentant le plus simplement possible, d'expliquer le rôle de chacune de ces composantes. Je commence avec le bornier CN1. Ce premier connecteur servira à brancher une source d'alimentation en courant continu dont le rôle est d'alimenter le circuit qui peut fonctionner en supportant des tensions se situant entre 9 volts et 32 volts, d'une intensité de 500 mA. J'utilise ici un connecteur de marque Phoenix à 3 bornes. On pourrait aussi se contenter d'un connecteur à 2 bornes, ou de souder directement les fils positifs et négatifs provenant du bloc d'alimentation, en respectant, bien sûr, la polarité. Personnellement, j'ai opté pour une alimentation à découpage de 15 volts, à 5 ampères, provenant d'un vieux laptop, Toshiba. La seconde composante sera SW1, c'est un interrupteur, unipolaire unidirectionnel, muni d'une LED témoin d'allumage. Cette dernière étant facultative, il va sans dire que le rôle de cet interrupteur est de commander l'alimentation principale du circuit. L'une des composantes maîtresses de ce circuit de commande est le relais. C'est lui qui commandera la mise en fonction de la pompe. J'ai opté pour un relais SSR, communément appelé en anglais Solid State Relay. La traduction littérale serait relais à l'état solide, mais je préfère parler d'un relais électronique comparativement à un relais électromécanique comme utilisé dans les 73 et 74e éditions. J'ai opté pour ce type de relais électronique qu'on appelle aussi relais statique, parce qu'il permet d'alimenter des appareils à des tensions de 24 à 380 volts alternatifs demandant un courant allant jusqu'à 40 ampères, et surtout, parce qu'il répond à des tensions de pilotage de 3 à 32 volts en courant continu. Pour piloter ce relais, j'utiliserai Q3, c'est un 2N3904. Je parle d'un transistor bipolaire tout usage de type NPN. Il sera configuré en mode commutation. Rappelons qu'un transistor est utilisé en commutation, lorsque son mode de fonctionnement s'apparente à un interrupteur. Son rôle sera donc de commander le relais. Pour piloter Q3, j'utiliserai Q1 et Q2, ce sont également des 2N3904, configurés en mode commutation. Ils agiront alternativement l'un sur l'autre. Je m'explique, un transistor en mode commutation est comme un interrupteur unipolaire unidirectionnel, il ne connaît que deux états. Soit qu'il est bloqué, soit qu'il est passant. Dans l'état bloqué, le courant ne peut pas circuler entre l'émetteur et le collecteur, tandis que dans l'état passant, le courant passe. De ce fait, ce sont Q1 et Q2 qui commanderont Q3 pour le rendre soit passant, soit bloqué. Pour être un peu plus précis, c'est Q1 qui déterminera si Q3 est bloqué ou passant. Mais c'est Q2 qui déterminera si Q1 est bloqué ou passant. Ainsi Q1 et Q2 jouent le rôle de bascule flip-flop en interchangeant leurs états respectifs. Dès que Q2 est passant, il place Q1 dans un état bloqué et vice-versa. Dès que Q1 est bloqué, il place Q3 dans un état passant. Dès que Q3 est passant, le relais s'active. Même si à cette étape de la présentation tout cela peut paraître un peu difficile à suivre, ne t'en fais pas. Tout s'éclaircira au fur et à mesure de notre progression et des explications à venir. Je poursuis donc notre montage en ajoutant deux LED témoins. Le rôle de ces deux LED est d'afficher en tout temps, dans quel mode se trouve la bascule flip-flop. La bascule flip-flop ne connaît que deux modes, set ou reset. On peut traduire ces modes par marche ou arrêt. La LED rouge indique le mode set ou marche, ce qui se résume à dire si la pompe est en fonction ou pas. Quant à la LED verte, elle confirme le mode reset ou arrêt. Elle confirme l'arrêt de la pompe. Je poursuis le montage en ajoutant R1 et R2. Ce sont deux résistances de 1 kΩ à 5% de tolérance.
Le premier rôle de ces deux résistances est d'alimenter d'un faible courant les collecteurs de Q1 et Q2. Leur second rôle sera de servir de diviseur de tension pour alimenter le reste du circuit. On y reviendra lors des branchements. Une puissance de 1/4 de watt, ou un demi-watt, conviennent pour toutes les résistances de ce circuit. J'ai opté pour des résistances de 1 demi-watt. L'ajout des résistances R3, R4 et R5, également de 1 kΩ, semblables à R1 et R2, auront pour fonction d'alimenter la base des trois transistors. C'est la présence d'une tension suffisante appliquée à la base d'un transistor qui détermine son état passant ou bloqué. Pour en finir avec les résistances, il ne manque plus que R6. R6 est une résistance de 10 kΩ. Sa présence est très facultative. Ce qui veut dire qu'on peut très bien s'en passer. Le rôle de R6 sera expliqué plus en détail lors des branchements. Pour l'aspect pratique, j'ai estimé important la possibilité de pouvoir contrôler manuellement le mode de la bascule flip-flop. Pouvoir la faire passer manuellement en mode 7, ou en mode reset, indépendamment des sondes de détection, m'apparaît primordial en cas de pépin ou d'imprévu. Pour ce faire, j'ai ajouté deux boutons poussoirs, ici nommés S1 et S2. Ces deux boutons poussoirs sont unipolaires unidirectionnels, dans un état normalement ouvert. Ce qui veut dire qu'ils demeurent ouverts tant que je n'appuie pas sur leur bouton. Lorsque j'appuie sur le bouton, le circuit se ferme aussi longtemps que je ne relâche pas le bouton. En d'autres termes, dès que j'appuie sur S1, la bascule flip-flop passe en mode 7. La pompe démarre et demeurera en fonction aussi longtemps que je n'appuierai pas sur le bouton S2, ou que la sonde B ne sera pas activée. Pour l'aspect automatisation, j'ajoute C1. C1 est un condensateur de 10 nanofarad. Son rôle consiste à faire passer automatiquement la bascule flip-flop en mode reset dès la mise sous tension du circuit par l'interrupteur SW1. Cela m'évitera de devoir appuyer sur S2 en même temps que j'alimente le circuit par l'interrupteur SW1. Sa faible valeur de 10 nanofarad équivaut à presser S2 pendant une microseconde. Ce qui suffit pour amorcer le mode reset. Pour en terminer avec les composantes internes de ce projet, j'ajoute CN2, un connecteur à 3 bornes. Son rôle est de relier les sondes de détection externes au circuit, qui auront les mêmes fonctions que S1 et S2, afin d'automatiser les modes 7 et reset. Soit démarrer ou arrêter la pompe automatiquement aux moments opportuns. Il ne reste plus qu'à parler brièvement des sondes de détection. J'ai opté pour deux interrupteurs magnétiques placés auprès du réservoir. Ces capteurs magnétiques réagissent à la proximité d'aimants. Ils sont en mode « normalement ouvert », comme les boutons poussoirs S1 et S2. Dès que l'aimant s'en approche, il passe en mode passant. Exactement comme si j'appuyais sur S1 ou S2. Voilà qui complète la liste des composantes. Nous pouvons maintenant passer au branchement. Il est logique de commencer les premiers branchements à partir de la source d'alimentation. Si pour l'interrupteur SW1 j'ai utilisé un interrupteur avec LED témoin, ce n'est pas sans raison. La première raison évidente, cette LED témoigne de la mise sous tension du circuit. La seconde raison, le fait d'avoir une LED intégrée à l'interrupteur m'évite d'avoir à percer un autre trou dans le boîtier de commande pour ajouter une LED qui aura le même rôle. La troisième raison, c'est l'aspect pédagogique. Même si ça semble évident, cela ne l'est pas pour tous les débutants. Ce type d'interrupteur est quand même assez particulier et demande un minimum d'attention. Cette attention concerne la présence de 3 bornes. Généralement numérotées de 1 à 3, il a une de ces bornes plus foncée que les deux autres. C'est la borne numéro 3. Comme on peut le voir dans cette figure, les bornes 1 et 2 sont reliées à l'interrupteur. Tandis que l'anode de la LED témoin est reliée parallèlement à la borne 1, sa cathode est reliée à la borne 3 qui se branche au négatif. Là où cela demande une attention particulière, c'est précisément en ce qui concerne la tension que peut supporter cette LED témoin. Je recommande de vérifier les spécifications du fabricant. Certains de ces interrupteurs possèdent déjà une résistance intégrée qui est reliée en série avec la cathode et la borne 3. Par exemple, la plupart des interrupteurs conçus pour les voitures est destinés à une alimentation de 12 volts. C'est ce que j'utilise ici. Ce type d'interrupteur est conçu de manière à ce que sa LED puisse supporter de 12 à 24 volts. Par contre, ce n'est pas toujours le cas. Souvent,
on doit placer soi-même une résistance entre la borne 3 et le négatif pour lui éviter une suralimentation en courant qui finirait par l'endommager irrémédiablement. En cas de doute, un truc que j'utilise souvent est d'utiliser une source de 3 volts, telle qu'une pile pour tester la LED. Pour ce faire, je n'ai qu'à brancher le négatif de la pile à la borne 3, et le positif à la borne 1. Si la LED s'illumine, cela me prouve, hors de tout doute, qu'il n'y a pas de résistance pour protéger la LED et que je devrais en ajouter une, entre la borne 3 et le négatif. Si elle ne s'illumine pas, je supposerai qu'elle a déjà une résistance. Dans ce cas, j'augmenterai la tension jusqu'à ce que la LED commence à s'illuminer. Cela me donnera une bonne idée de la tension qu'elle supporte. Dans le cas où l'ajout d'une résistance est de mise, j'utiliserai cette formule pour calculer la valeur de la résistance à ajouter. Elle se traduit ainsi, la résistance est égale à la tension source, ici, ce sera 15 volts, moins la tension de la LED, ici je dirai 3 volts, ce qui me donnera 12 volts, et je diviserai cette différence par l'intensité de la LED qui est généralement autour de 20 mA. Ainsi j'obtiendrai la valeur de la résistance qui sera de 600 ohms. Comme cette valeur n'est pas une valeur standard, j'opterai pour sa valeur supérieure la plus proche qui sera 620 ohms. Ceci dit, je poursuis mes branchements. À partir de la borne 1, de SW1, qui nous fournira la tension primaire de 15 volts, je vais directement rejoindre la borne 3 du relais. J'attire ton attention sur les bornes 3 et 4 du relais. Contrairement à un relais électromécanique, la polarité est importante dans le cas d'un relais SSR. Ici, la borne 3 est l'entrée positive, tandis que la borne 4 est l'entrée négative. Quant à la borne 4, elle sera connectée au collecteur de Q3. Je te rappelle que c'est Q3 qui pilotera le relais. Aussi je connecte l'émetteur de Q3 à la borne négative de l'alimentation. Cette borne négative correspond également à la masse, communément appelée le commun. Comme il est en mode commutation, Q3 agit comme le ferait un interrupteur. Ce qui veut dire qu'aussi longtemps que la base de Q3 n'est pas alimentée, il agit comme un interrupteur ouvert, ce qui empêche le courant de partir du négatif de l'alimentation et d'aller rejoindre la borne 4 du relais. À titre informatif, pour ceux qui l'ignorent, il est bon de savoir que le courant circule à travers un circuit en partant du négatif vers le positif et qu'il se mesure en ampères, mais que la tension traversant ce même circuit part du positif au négatif et se mesure en volts. C'est la rencontre des deux, le courant et la tension, à travers une composante, telle une résistance, qui détermine la puissance qui se mesure en watts. La puissance en watts se calcule en multipliant la tension par l'ampérage. Je ferai de même pour les émetteurs de Q1 et Q2. Je les relie à la masse car ils sont aussi en mode commutation. J'en profite pour relier au commun la cathode des deux LED témoins. Les boutons poussoirs S1 et S2 sont des interrupteurs unipolaires unidirectionnels. Ils possèdent donc deux bornes. L'une de ces bornes, pour chacun des boutons poussoirs, sera aussi reliée au commun. Pour en terminer avec les branchements à la ligne du commun, et ainsi éviter de s'éterniser, il ne reste qu'à relier la borne centrale de CN2 au commun, puis une extrémité de C1 au commun, et finalement l'une des extrémités de R6. On verra au fur et à mesure le rôle de ces trois composantes. Dans le but de faciliter la visualisation des branchements, j'ai décidé d'utiliser des couleurs différentes. Les branchements en noir correspondant au commun sont reliés au négatif de l'alimentation. Les branchements en rouge correspondent à la tension primaire, provenant du positif de l'alimentation. Ici j'ai une alimentation de 15 volts. Son rôle est d'alimenter directement le relais, et l'ensemble du circuit flip-flop qui commence par R1 et R2. Donc je relie une extrémité de R1 et R2 au positif. Tandis que l'autre extrémité de R1 ira rejoindre le collecteur de Q1, celle de R2 ira rejoindre le collecteur de Q2. L'un des rôles de R1 est d'absorber toute la tension disponible à ces bornes, ou presque, lorsque Q1 sera passant. Pareillement pour R2, lorsque Q2 sera passant. À la jonction de R2 et du collecteur de Q2, je relie une extrémité de R3. Le rôle de R3 sera d'alimenter la base de Q1 lorsque Q2 sera dans l'état bloqué.
À cette même jonction, je branche l'anode de la LED verte. Puis l'autre extrémité de R3 à la base de Q1. Aussi longtemps que Q2 sera dans l'état bloqué, la LED verte s'illuminera et témoignera de la présence d'une tension traversant R3 pour alimenter la base de Q1. La présence de cette tension à la base de Q1 place Q1 dans un état passant. Pour changer manuellement l'état passant de Q1, j'ajoute un branchement entre le bouton poussoir S1 et la base de Q1. Ainsi, lorsque j'appuierai sur S1, la tension arrivant de R3 pour alimenter la base de Q1 sera redirigée vers la masse. R3 absorbera tout le courant, n'en laissant plus pour la base de Q1. Ce qui le placera dans son état bloqué. Rappelons ici que l'un des rôles de Q1 est de piloter Q3. Pour y arriver, je raccorde la jonction du collecteur de Q1 et R1 à une extrémité de R5, tandis que l'autre extrémité de R5 est branchée à la base de Q3. Lorsque Q1 est bloqué, la tension aux bornes de R1 est libérée vers la résistance R5. Le rôle de R5 est d'alimenter la base de Q3. Lorsque la base de Q3 est alimentée, il devient passant et commande la mise en marche du relais. Un autre rôle de Q1 est de piloter aussi Q2 en même temps que Q3. Pour y arriver, je raccorde la même jonction collecteur de Q1 et R1 à une extrémité de R4, tandis que l'autre extrémité de R4 est branchée à la base de Q2. Lorsque Q1 est bloqué, la tension aux bornes de R1 est libérée vers les résistances R4 et R5. Le rôle de R4 est d'alimenter la base de Q2. Lorsque la base de Q2 est alimentée, il devient passant, ainsi il redirige la tension de R2 vers la masse, ce qui n'en laisse plus pour la LED verte, qui s'éteint, ni pour R3 et la base de Q1. Pour en terminer avec Q2, je relie la jonction de sa base à C1. C1 est un condensateur de 10 nanofarad. Il est branché en parallèle avec la base et l'émetteur de Q2. Le rôle de C1 est d'activer automatiquement le mode reset dès la mise sous tension du circuit par l'interrupteur SW1. Lorsqu'un condensateur est déchargé, il offre une certaine résistance au passage du courant, et ce, jusqu'à sa charge totale. Dans le cas d'un condensateur de 10 nanofarad, ce temps de charge est très court. On parle de millisecondes, mais c'est suffisant pour dépolariser Q2 dès la mise sous tension. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès la mise sous tension d'un circuit flip-flop, les deux transistors Q1 et Q2 se polarisent au même niveau, ce qui annule leur état. Ainsi, pour amorcer la bascule dans l'un de ces modes, set ou reset, on devra appuyer soit sur S1 pour le mode set, ou S2 pour le mode reset. Personnellement, je préfère que la bascule passe automatiquement en mode reset dès la mise sous tension. Cela m'évitera de devoir appuyer sur S2 en même temps que SW1. On aura compris que le rôle de S2 est de faire passer manuellement la bascule flip-flop en mode reset. Pour cela, je relie S2 à la base de Q2. Ainsi, en appuyant momentanément sur S2, la tension provenant de R4 est redirigée vers la masse. De ce fait, la base de Q2 n'est plus alimentée et cela le rend bloqué. Dès que Q2 est bloqué, il libère la tension provenant de R2 qui alimente la LED verte, traverse R3, qui à son tour alimente la base de Q1, ce qui le polarise. Lorsque le transistor Q1 est polarisé, il est dans un état passant. De ce fait, il interrompt la tension provenant de R1 en la redirigeant vers la masse. Dès que la tension de R1 est redirigée vers la masse, il n'en reste plus pour alimenter R4 et R5, donc, Q2 et Q3 sont bloqués et le relais est désactivé. Nous y reviendrons tout à l'heure. À cette étape du montage, grâce à S1 et S2, on a maintenant un contrôle manuel sur les deux modes de la bascule flip-flop. Mais je veux pouvoir l'automatiser. Rien de plus simple. On n'a qu'à relier des sondes de détection en parallèle avec S1 et S2. C'est par le connecteur à 3 bornes, CN2, que cela se fera. Je n'ai qu'à raccorder la borne B à S2 et la borne A à S1. La borne centrale est déjà reliée au commun de S1 et S2. C'est à ce bornier que sera raccordée les deux sondes. Oups! J'ai failli oublier la LED rouge. Le rôle de la LED rouge est de témoigner lorsque la bascule est en mode set, c'est-à-dire lorsque le relais est activé, mais pour ce faire son anode doit être raccordée à la jonction de R1 et du collecteur de Q1. J'en ai presque terminé.
Il ne reste qu'à raccorder les deux capteurs magnétiques au bornier, CN2. Un premier branchement des deux capteurs se fait au commun, suivi du capteur B, dont le rôle est d'arrêter la pompe. Ensuite le capteur A, dont le rôle quant à lui est d'activer la pompe. Voilà. Tout est prêt pour être testé. Tout est en place pour une démonstration. Avant de mettre sous tension, je me suis rendu compte que j'ai oublié de parler du rôle de R6 si ce n'est pour dire qu'elle est facultative. On peut très bien s'en passer, surtout dans cette configuration. Son rôle est d'assurer une dépolarisation rapide de Q3. Elle aurait son utilité si on décidait que Q3 serait un transistor MOSFET, et si la fréquence flip-flop était beaucoup plus élevée, soit de l'ordre des kHz. Ce qu'il faut retenir est ceci: ce schéma est présentement utilisé à très basse fréquence pour commander la mise en fonction et l'arrêt d'une pompe. Cette commande peut se faire manuellement ou de manière automatisée grâce à des capteurs. Mais l'utilisation de ce schéma de bascule en tant que circuit de détection de niveau et de commande n'est qu'une de ces nombreuses possibilités. Par exemple, comme détecteur de lumière ou d'obscurité, détecteur de bruit ou de mouvement, mais aussi comme oscillateur, en y apportant quelques modifications. Configuré en tant qu'oscillateur, sa fréquence pourrait atteindre facilement les 50 kHz. À cette fréquence, R6 aurait son utilité. Ici, je compte l'utiliser en tant que détecteur de niveau pour commander une pompe de type compresseur qui fonctionne sous une tension alternative de 120 volts avec une crête de démarrage voisinant les 15 ampères. J'ai donc besoin d'un circuit de commande capable de supporter au moins 2 kW. La puissance est déterminée par le relais commandé par Q3. Par exemple, ce relais, il peut supporter une tension alternative allant de 24 à 380 volts, à une intensité maximale de 40 ampères. Ce qui nous informe de sa puissance maximale en multipliant la tension avec l'ampérage. Ce qui nous donnera 19,2 kW. Par mesure de sécurité, je ne dépasserai pas les 15 kW. Mais c'est bien au-delà de mes besoins présents. Par contre, je me servirai de ce même schéma pour commander des éléments chauffants demandant une bien plus grande puissance. Ce type de relais est prévu pour recevoir un dissipateur thermique permettant de supporter une telle puissance. Passons maintenant à la simulation. Aussi longtemps que le circuit n'est pas sous tension, il ne se passera rien. Ni au niveau de S1 et S2, ni au niveau des capteurs. Dès sous tension, le mode reset s'active grâce au condensateur, C1. La LED verte confirme le mode reset. Le circuit est prêt à opérer. Comme on l'a déjà vu dans les autres vidéos, une fois le mode reset activé, il demeurera dans ce mode aussi longtemps qu'on n'appuiera pas sur S1, ou que le capteur A ne détectera pas son aimant. Une fois le mode set activé, seul le bouton poussoir S2, ou le capteur B, peut lui faire quitter ce mode. L'ampoule à la place de la pompe nous montre ces deux modes. Les capteurs A et B sont des interrupteurs magnétiques branchés en parallèle avec les boutons poussoir S1 et S2. Ils réagissent à la présence d'un aimant.
Les capteurs A et B sont fixes. Les aimants sont mobiles et placés à des niveaux différents pour indiquer lorsque le réservoir est plein ou vide. Pour mes besoins, le capteur A sert à démarrer la pompe lorsque le réservoir est plein, et le capteur B sert à l'arrêter. C'est aussi simple que ça. Pour ceux qui veulent imprimer ce schéma, appuyez sur pause, vous pouvez faire une capture d'écran. Ou, si vous préférez ce schéma. En espérant que cette présentation vous a été utile et instructive. Si oui, cliquez sur j'aime. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, et surtout, je vous invite à vous abonner car ça nous encourage à poursuivre dans cette direction. Merci de votre attention, et je vous dis, à très bientôt pour une autre édition de Easy Weekend Project.